Et on va parler de Macron et de Netanyahou, si je dis bien son nom, Netanyahou. Embargo, la honte à Macron. Ça dure 15 minutes et je le mets. Netanyahou dit honte à Macron. Bonsoir Élise Phillips, vous êtes l'une des envoyées spéciales de BFM TV en Israël. Une déclaration. Attendez, j'ai pas compris. Il est 22h07, merci de nous rejoindre sur BFM TV. C'est l'une des déclarations qui a marqué la journée. Emmanuel Macron demande l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Les armes qui sont utilisées par les Israéliens pour mener les combats à Gaza. Bonsoir Élise Phillips, vous êtes l'une des envoyées spéciales de BFM TV en Israël. Une déclaration qui n'a pas plu du tout au Premier ministre israélien. Non, c'est sûr, et le Premier ministre israélien a d'ailleurs eu des mots très forts. Il a explicitement visé tout à l'heure Emmanuel Macron et tous les dirigeants occidentaux qui partagent sa position en disant honte à eux. Benjamin Netanyahou s'est d'ailleurs exprimé en anglais dans cette partie du discours qui était à l'origine une allocution télévisée destinée à la population israélienne. On voit, comme vous venez de le dire, que Benjamin Netanyahou n'a pas supporté donc les mots de son allié français et qui s'est dit un peu plus tôt dans la journée en faveur d'un arrêt des livraisons d'armes à Israël si elles sont utilisées à Gaza. Pour Benjamin Netanyahou, cette position française n'a pas de sens. Il n'a donc pas apprécié le fond et peut-être pas non plus la forme, ou en tout cas le moment choisi, puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé à peine 2 jours avant les commémorations du 7 octobre. Écoutez justement Benjamin Netanyahou, donc, qui s'est exprimé tout à l'heure à la télévision israélienne. Tous les pays civilisés devraient se tenir aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres responsables occidentaux demandent maintenant un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux. Est-ce que l'Iran impose un embargo sur les armes au Hezbollah, aux Houthis, au Hamas et ses autres proxys? Bien sûr que non. Les terroristes se soutiennent. Mais des pays qui sont censés être opposés à ces terroristes demandent un embargo sur les armes contre Israël. Quelle honte! Laissez-moi vous dire, Israël gagnera avec ou sans leur soutien. Mais leur honte continuera longtemps après notre victoire. En se défendant contre la barbarie, Israël défend la civilisation. Voilà, et la position du Premier ministre israélien est d'ailleurs partagée par la population en général. Tout à l'heure, on a pu discuter avec des habitants de Tel Aviv qui nous ont exprimé leur désaccord aussi à l'égard des propos du président français. Pour eux, cette position n'a pas de sens et n'a pas coûté très cher à Emmanuel Macron, étant donné que la France ne livre de toute façon pas d'armes à Israël. Les Israéliens qui défendent donc cette position, même quand on leur parle des dizaines de milliers de Palestiniens tués par Israël dans la bande de Gaza depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup Élise Phillips avec Clément Grodenier. Avec moi en plateau Anne-Sophie Seban-Bécache. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directrice de l'American Jewish Committee Europe. À vos côtés Thierry Arnaud, notre éditorialiste politique international. Bonsoir Thierry. Bonsoir, Thierry. Et le colonel Vincent Arbaretier. Bonsoir. Bonsoir. Historien militaire, docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Anne-Sophie Seban-Bécache. On va écouter ensemble les mots d'Emmanuel Macron pour peut-être mieux comprendre la rédaction de Benjamin Netanyahou. Il s'est exprimé, Emmanuel Macron, lors du sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts ce samedi. On écoute. Nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous. Qu'est-ce qui, dans ces mots, ne passe pas pour le Premier ministre israélien ?
Déjà, ces mots ne passent pas parce qu'ils sont prononcés à l'avant-veille de l'anniversaire du plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, et je cite le président de la République. Ils passent pas parce que c'est une manière de dire à Israël vous aviez le droit de vous défendre après le 7 octobre, mais maintenant ça suffit. Et on vous dit ça suffit à un moment où Israël fait face à 7 fronts en même temps, face à 7 fronts, face à 7 organisations ou régimes terroristes qui veulent la destruction d'Israël. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, prononcer ces mots aujourd'hui, c'est un symbole, c'est tout un symbole, c'est assez abject du point de vue de beaucoup de gens qui les ont entendus aujourd'hui. Et c'est aussi un sentiment de trahison parce que le président français, au lendemain du 7 octobre, avait soutenu l'État d'Israël dans le droit de se défendre et nous dit aujourd'hui, finalement, on vous donne plus les moyens de vous défendre. Ou alors, est-ce que ça veut dire, finalement, il faudrait qu'il y ait plus de morts israéliens pour qu'on puisse à nouveau vous dire que vous avez le droit de vous défendre. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus de livraison d'armes à Israël, ou si Israël n'avait pas ce système de défense, notamment le dôme de fer, c'est des milliers de morts qu'il y aurait en Israël, depuis des années par les missiles lancés par le Hamas, ceux du Hezbollah, et par les missiles lancés depuis le mois d'avril par la République islamique d'Iran. Donc c'est, je pense, tout cela qui n'est pas acceptable, non seulement pour le Premier ministre israélien, mais bien plus largement pour tous les amis d'Israël et pour tous ceux qui défendent le droit d'Israël à se défendre face à ses ennemis. Alors, pour qu'on comprenne bien, Thierry Arnaud, quand il dit qu'il ne faut plus livrer d'armes à Israël, pour mener ses combats à Gaza, pour le coup, il ne dit pas on va arrêter de livrer des armes défensives. Là, il parle des armes offensive. Oui, alors je ne suis pas convaincu que cette distinction soit totalement pertinente, mais je laisserai le militaire développer. Pour moi, il n'y a pas une arme est une arme. Je ne vois pas très bien la différence entre une arme offensive et une arme défensive. Mais en tout cas, l'Élysée l'a fait, puisque l'Élysée a précisé on continuera à livrer des armes défensives. Mais, voilà, c'est de la politique plus que d'une réflexion sur du matériel militaire, me semble-t-il. Il y a deux raisons qui motivent cette déclaration du président de la République. La première, c'est de dire que fournir des armes dans l'état actuel du conflit, c'est cautionner les méthodes israéliennes et les méthodes qui font beaucoup de morts civiles, des dizaines de milliers dans la bande de Gaza, des dizaines tous les jours aujourd'hui au Liban. La deuxième raison, c'est que aux yeux du président de la République et de ceux qui partagent son point de vue, la solution n'est pas militaire. Et la poursuite de la guerre ne mène nulle part. Et donc, il faut se mettre autour d'une table à un moment donné pour élaborer une solution diplomatique. Cela étant, il faut recontextualiser le président de la République, qui d'ailleurs ne s'en prend pas seulement à Israël. Quand vous écoutez bien ce qu'ils disent, il accuse les États-Unis d'être incohérents. Il accuse Joe Biden d'être incohérent, parce que Joe Biden, il dit « je veux un cessez-le-feu ». Je continue à fournir des armes, ce qui est précisément, dans les mots du président de la République, une forme d'incohérence. Donc il y a aussi cette condamnation-là. Mais par ailleurs, Emmanuel Macron sait très bien que ces propos, c'est une prise de position politique qui n'aura aucune conséquence pratique. Parce que le fournisseur essentiel d'armement à Israël, ce sont les États-Unis, qui naturellement continueront à fournir et qui viennent d'annoncer une enveloppe supplémentaire de plus de 8 milliards de dollars. Le deuxième fournisseur d'armement important d'Israël, c'est l'Allemagne, qui va continuer à fournir des armements à Israël. Donc il y aura des licences britanniques qui vont disparaître jusqu'à ces dernières années. Et je n'arrive pas à me faire préciser ce soir en toute transparence si ça continuait ou pas. Mais la France fournissait du petit matériel, des pièces détachées, des choses comme ça. Je ne sais pas au moment où on se parle si ça continue ou pas et si ça a vocation à s'interrompre. Mais en tout cas, ça n'est pas crucial, ça n'est pas l'enjeu. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la position du président de la République est une position politique qui n'aura aucun impact concret sur la fourniture d'armement à Israël, permettant à Benjamin Netanyahou et à Israël de poursuivre la guerre. Mais du coup, colonel, pour qu'on comprenne bien, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut arrêter de livrer des armes à Israël, il s'adresse à quel pays, à quel dirigeant? En réalité, à l'Allemagne et aux États-Unis. Voilà, qui fournissent 99%. Alors pour rebondir sur ce qui a été dit sur les armes défensives et armes offensives, en fait, une arme défensive, c'est une arme non létale. C'est-à-dire, en fait, ça peut être un système de télécommunication, un radar, des écrous, du petit matériel. Mais les Allemands, eux, fournissent des armes létales, des blindés, des munitions. Voilà. La France, a priori, ne fournit pas de munitions, même s'il y a eu des articles que j'ai lus de quelques mois qui disaient le contraire. En réalité, pour en revenir à la déclaration du président Macron, je pense qu'elle était initialement dirigée sur Gaza, mais je pense qu'elle est plus globale que ça. En fait,
il voit bien qu'on est quand même à la veille, sans doute, d'une attaque massive d'Israël sur l'Iran et sur le Hezbollah, mais là, ça déjà court. Et en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a du mal à imaginer ce que pourrait être l'après-attaque israélienne, alors soit sur des cibles pétrolières, économiques, la marine iranienne, ça ne représente pas grand-chose, la marine iranienne. Hein, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'Israël pourrait faire pour répondre réellement aux 200 missiles qui ont été envoyés sur son territoire il y a quelques jours. Le problème de mettre les gens autour d'une table, il faut qu'ils aient quelque chose à se dire. Je vais prendre un exemple historique. En 1917, le tout nouveau empereur d'Autriche, Charles de Habsbourg, envoie ses beaux-frères qui étaient dans l'armée belge auprès des Français pour demander un cessez-le-feu global, sans prévenir les Allemands, d'ailleurs ses alliés. Et Clémenceau lui dit non, moi je ne fais pas de diplomatie, je fais la guerre. Et en plus, non seulement il dit ça, mais il divulgue dans toute la presse cette tentative qui était à but humanitaire. Charles de Habsbourg voulait moins de morts allemands, moins de morts français, et puis son empire, il voyait bien que son empire souffrait. Quand on veut une paix, il faut qu'il y ait des gens capables de se mettre d'accord. Et le Premier ministre, M. Benjamin Netanyahou, en face de lui, il n'y a personne. C'est pas M. Sinoir qui va aller, qui lui veut détruire Israël. Si vous voulez la solution à 2 États, ni le Hezbollah, ni la République islamique d'Iran, ni le Hamas ne veulent une solution à 2 États. Ils veulent la destruction d'Israël. Israël, comme vous le savez, a été créé en 1947. Il y a eu des grandes, au sein de l'ONU, de l'Assemblée générale des ONU, tous les États arabes de la Ligue arabe sont tout de suite mobilisés, envoyé leurs armées. Actuellement, la situation, c'est que les voisins, les anciens pays du front, vous avez l'Égypte, la Jordanie, ont un traité de paix avec Israël. Donc ils reconnaissent Israël. Alors je ne dis pas que c'est le cas de leur opinion publique, forcément, mais les États. Actuellement, quels sont les pays qui ne reconnaissent pas et qui sont encore en guerre avec Israël? Eh bien, curieusement, le Liban. Le Liban, il y a eu un cessez-le-feu en 1948 et 1949, jamais de traité de paix. La Syrie aussi. Bon, occasionnellement, il y avait l'Irak aussi, mais l'Irak, maintenant, il n'y a plus. L'Irak, c'est trois États. Hein. L'Irak a été désintégré. Donc Israël, si vous vous mettez à la place de M. Netanyahou, il y a eu 1200 morts israéliens, comme ça a été souligné, c'est la plus grande tuerie de juifs depuis la Shoah. C'est quand même. Donc les Israéliens, si vous voulez, ils veulent régler la chose une bonne fois pour toutes. Alors est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise solution? Clémenceau en 1917, c'était la bonne ou la mauvaise solution de continuer la guerre jusqu'en 1918? On n'en sait rien. Mais vu en France, c'est facile. On veut la paix, c'est très bien. Mais des gens qui sont sur le front, qui risquent leur vie, alors bien sûr qu'il y a des Libanais qui ont été tués, tout ça, mais le Liban, il faudrait peut-être que l'armée libanaise réagisse contre le Hezbollah depuis 1982. Ça fait 3 fois que l'armée libanaise a été rééquipée, réinstruite par les Français, les Jordaniens et par d'autres pays. Et alors qu'est-ce qu'elle fait, l'armée libanaise, depuis 40 ans? Elle ne fait pas grand-chose. Alors, je voudrais qu'on parle de la situation humanitaire à Gaza, parce que le président de la République a regretté que Benyamin Netanyahou soit sourd aux appels au cessez-le-feu, que ce soit à Gaza ou au Liban. Regardez ces images, 1 an après les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas et 1 an aussi après le début de la riposte d'Israël à Gaza. Sur place, les Palestiniens vivent toujours au rythme des bombes israéliennes dans un quotidien très précaire. Bonsoir Isabelle de Fourny, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Médecins sans frontières et vous revenez de Gaza. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Plusieurs choses. Ce qui m'a énormément marqué, ça on le sait, c'est l'ampleur des destructions. La bande de Gaza est détruite, hein, plus de 80% des bâtiments sont entièrement ou partiellement détruits. La seconde chose, vous l'avez dit, c'est l'extrême précarité dans laquelle vit la population de Gaza. La grande majorité vit dans des abris très précaires. Certains ont des tentes, mais d'autres uniquement se sont fait des abris avec des morceaux de plastique. Et donc la troisième chose qui est marquante en lien avec cela, c'est le faible niveau de l'aide humanitaire, très très loin. On est très loin de répondre et d'être à la hauteur de l'urgence actuelle. D'autant que ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des camions d'aide humanitaire qui sont pillés. Alors ça aussi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'aide humanitaire rentre extrêmement lentement. Et quand je dis extrêmement lentement,
c'est pas une figure de style, c'est-à-dire que par exemple, dans quelques mois, les pluies ont déjà commencé, dans quelques mois, les températures vont baisser drastiquement, on va entrer dans l'hiver, et il y a besoin de fournir des abris, des tentes, des abris corrects pour les 2 millions de personnes qui sont aujourd'hui, qui vivent dehors. Et avec le rythme actuel d'entrée des tentes dans le territoire de Gaza, il nous faudrait 2 ans pour réussir à donner suffisamment d'abris pour les personnes. Donc les obstacles, ils sont multiples. Il y a un obstacle qui est d'ordre administratif, mais qui est finalement la grosse bureaucratie qui a été mise en place par Israël, où il y a énormément d'étapes à passer, de demandes à faire, d'autorisation à avoir avant que les différents que la nourriture ou que les médicaments, que le matériel médical puisse rentrer dans Gaza. Ça, c'est déjà un gros frein. Ensuite, il y a un seul point d'entrée dans le sud de la bande de Gaza, où là aussi, tout est freiné vu le temps qui est mis pour, par exemple, revérifier les camions qui vont rentrer les uns après les autres dans Gaza. Et enfin, une fois que ces camions rentrent dans Gaza, c'est 30 à 50% de l'aide humanitaire qui est pillée. Voilà. À ce rythme-là, on va vers une autre catastrophe, hein, avec une population aussi grande qui est dehors, sans des abris corrects, sans suffisamment de nourriture. Tout rentre un petit peu dans Gaza, mais tout est insuffisant pour éviter une autre catastrophe sur cette population, quoi. Merci beaucoup Isabelle de Fourny d'avoir été en direct avec nous. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.